Bonjour, bienvenue sur Morning Data Chat, des conversations d'experts sans artifice. Chaque semaine, j'accueille des décideurs data IA qui nous racontent comment ils transforment leur organisation. Aujourd'hui, je reçois Julie Pozzi. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, tu es Chief Data and AI Officer chez Air France KLM. Alors, tout le monde connaît Air France KLM, bien entendu, mais peut-être qu'on connaît moins ce qui se passe en data chez Air France KLM et quel est ton rôle dans l'organisation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Tout à fait. Alors, très rapidement, parce que l'histoire de la data et de l'IA chez Air France KLM est une très longue histoire. On a un département de data science, en fait, où on l'appelait à l'époque la recherche opérationnelle qui date de 1958. Donc, c'est pour dire... 1958. 1958, la naissance de la recherche opérationnelle et donc, en fait, déjà de l'IA chez Air France KLM. En plein mouvement cybernétique pour ceux qui savent encore ce que c'est. Et donc, plein de générations se sont succédées. Pourquoi est-ce que l'IA est si importante dans les compagnies aériennes? Tout simplement parce que c'est un milieu qui est extrêmement concurrentiel. On fait très peu de marge sur chacun de nos vols. Donc, si on n'est pas capable d'optimiser toutes nos ressources et de prédire au mieux les ressources dont on va avoir besoin et puis d'optimiser nos revenus, on mettrait la clé sous la porte, tout simplement. Donc, j'imagine qu'il y a un aspect sécurité aussi derrière l'utilisation de la data. Donc, beaucoup d'IA depuis très longtemps et puis de la data depuis plus de 25 ans. Nos premiers data warehouse dans les années, je crois, en 2001. Wow. On est en train de migrer vers le cloud, donc voilà, beaucoup de data, beaucoup d'usage de la donnée pour mieux comprendre nos clients, mieux personnaliser les offres qu'on leur fait, et puis pour tout simplement gérer nos opérations au quotidien. Alors justement, comme ça fait plus de 25 ans que Air France KLM utilise la data et l'IA, on imagine qu'il y a un problème qui se crée, ou en tout cas un défi qui se crée, c'est l'accumulation de cette connaissance, de cette data, qu'elle soit structurée ou pas structurée. Et du coup, je propose que pour cet épisode, on fasse un peu un plongeon dans ce qu'on pourrait appeler la gestion de la connaissance au sens large. Et comment est-ce que vous le gérez chez Air France? Quels outils vous utilisez? Quelles métriques vous mettez en place? Quelle organisation vous mettez en place? Donc, qu'est-ce que ça signifie déjà, l'aspect gestion de la connaissance chez Air France KLM? Alors, la connaissance chez Air France KLM, c'est crucial pour nos opérations parce que derrière la connaissance, on met tout ce qui est documentation réglementaire, en fait, toutes les documentations qui ont trait aux procédures, tout ce qui est utilisé, en fait, pour les équipes opérationnelles, que ce soit nos pilotes, nos mécanos, pour prendre des décisions en temps réel. Donc déjà, en termes d'importance, ça fait longtemps aussi qu'on gère ces connaissances-là parce qu'elles sont cruciales à nos opérations. Mais du coup, c'est de la donnée structurée ou non structurée? Alors là, je vais parler plutôt de données non structurées. Donc tout ce qui est documents, PDF, Excel, des schémas, j'imagine, des choses comme ça, quoi. Exactement. D'accord. Et ça, j'imagine qu'il y a plein de c'est ce que tu racontais, plein de documentation de procédures ou des choses comme ça. Mais vous utilisez déjà des moteurs de recherche un peu bien entraînés ou spécialisés sur ce type de connaissances-là. J'imagine que vous n'avez pas attendu les LLM ou des choses comme ça pour le faire, non? Non, tout à fait. On distingue chez Air France KLM deux types de gestion de documents, en fait. On a tout ce qui est attrait aux procédures, qui est donc des fois c'est des documents qui nous viennent par exemple des constructeurs aéronautiques. C'est des documents qu'on n'écrit pas nous-mêmes et c'est des documents qui sont utilisés par les pilotes, les mécanos, etc. Donc tout ce qui est procédure réglementaire, tout ce qui a trait vraiment au processus interne, même comment est-ce qu'on traite nos clients dans les aéroports, quelles sont les procédures à bord d'un avion, dans la cabine, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont assez normées depuis très longtemps, qui sont gérées dans des outils de gestion documentaire qu'on n'a pas attendu effectivement à l'arrivée de l'IA pour les utiliser et dans lequel on a déjà des moteurs de recherche, des recherches par mots-clés. Mais comment il utilise ça? Parce qu'il l'utilise sous forme de checklist, genre le pilote, il a sa checklist avant de partir, ou alors il l'utilise en mode j'ai besoin de rechercher une information dans un document de 500 pages? Alors c'est les deux. Il y a évidemment tout ce qui est checklist, donc ça c'est on va dire le plus facile. Et puis il y a effectivement je recherche une information. On a par exemple, vous l'avez peut-être expérimenté quand vous êtes à bord d'un avion
l'avion prêt à partir, et là vous voyez un mécano entrer en cabine, ce n'est jamais bon signe. On se dit qu'on va prendre 10, 15, 20, 30 minutes de retard. Ouais. Pour le mécano, c'est super stressant aussi. C'est pas bon signe parce qu'on prend du retard, ou c'est pas bon signe parce que l'avion a un problème? Alors, c'est pas bon signe parce qu'on va prendre du retard. Le mécano, il doit réparer une pièce en cabine. Des fois, c'est juste un rack à bagages qu'on n'arrive pas à fermer, etc. Ouais. Sauf que ce qu'on n'imagine pas, c'est que au sein d'une cabine d'un avion, il y a 10 000 références différentes de pièces. Donc, rechercher la documentation liée à la bonne référence, ça peut prendre du temps, et la recherche par mots-clés qu'on a sur ces documents-là est pas forcément très efficace. Mais du coup, ça donne quand même une idée de à quel point cette prise de décision et cette recherche documentaire est importante. Qu'est-ce qui rend la recherche par mots-clés pas efficace, et comment tu le mesures aussi, surtout? Alors là, on est plus sur des documentations qui sont extrêmement volumineuses, où il va pas y avoir nécessairement exactement la même référence ou le même mot-clé qui va être utilisé. Alors il faut être capable de faire la jointure, ou en tout cas de déterminer que finalement quand on utilise une référence, ça fait partie d'une famille. Par exemple, ça peut être des mots famille en fait qui sont pas forcément évidents. Donc les mots clés uniquement ne permettent pas d'avoir facilement la bonne information, ou alors vont donner par exemple peut-être 100 occurrences dans le texte, et après il faut aller chercher aux 100 endroits. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de mettre des IA un peu plus puissantes sur ces documentations là pour gagner énormément. Alors j'imagine que tu as déjà testé de mettre des IA un peu plus puissantes. Qu'est-ce que ça donne si tu prends les documents que tu utilises depuis 20 ans, tu branches une IA, tu fais un RAG, j'imagine, dessus, ou des techniques un peu similaires. Qu'est-ce que ça donne? Ça augmente la perf quand même, ou... Alors, c'est hyper efficace, mais c'est pas magique, je dirais. Donc, très efficace sur tout ce qui est quand la documentation est bien écrite. Ce qui semble être le cas. Ce qui semble être le cas quand c'est de la documentation réglementaire. Ouais. Donc, un mécano, aujourd'hui, quand il fait une recherche, par exemple, sur une pièce d'une cabine d'un avion, les recherches les plus longues aujourd'hui, manuellement ou avec la recherche par mots-clés, peuvent durer jusqu'à 20-25 minutes en réalité. Ah ouais. Donc, le fait de mettre... Juste pour trouver l'info. Juste pour trouver le bon endroit dans la doc où il y a la bonne information. Parce qu'évidemment, les mots-clés vont se retrouver à plein d'endroits, et donc voilà, il faut aller rechercher dans tous ces endroits-là. Le fait de mettre des IA un peu plus puissantes permet de réduire ce temps de recherche à 2-3 minutes. Donc c'est un gain de temps qui est super important pour évidemment nos passagers, mais aussi pour les mécanos, parce qu'ils doivent bien stresser quand ils sont face à un avion plein de clients. Plein de clients, plein de passagers, tout ça, et qu'il y a 25 minutes de retard pour réparer un coffre à bagages, quoi. Exactement. Ouais, donc ça c'est... Et ça vous a pris beaucoup de temps à mettre en place. Ça paraît assez simple, en fait, vu de l'extérieur. On se dit, on prend un RAG, les données sont structurées, on branche, en 2 semaines, je déploie en prod. C'est comme ça que ça s'est fait, ou c'est plus compliqué? On dit souvent le diable se cache dans les détails. Alors, sur ce cas d'usage-là, c'était pas le plus compliqué, tout simplement parce que la documentation est bien écrite, elle est bien mise à jour, donc il y a vraiment toute une culture, évidemment, pour la sécurité des vols qui est très forte, qui nous a permis de faire le projet de manière assez courte. Par contre, ce que ça nécessite, faut pas voir le projet comme un projet technique. C'est-à-dire que faire un RAG, on va pas juste mettre un data scientist et ça va fonctionner. Donc, il faut vraiment avoir que les planètes soient alignées, qu'il y ait de la disponibilité côté métier, de la disponibilité côté data science pour mesurer la performance et puis pour fine-tuner en fait ce RAG pour qu'il soit le plus efficace. Par contre, on a d'autres projets qui prennent beaucoup plus de temps. Et là, c'est un autre sujet. Là, c'est vraiment la question de comment est-ce que cette documentation est écrite, Alors justement, c'est ça qui nous intéresse. C'est déjà donc transition vers ce sujet. Justement, si on remonte un peu dans la chaîne de valeur, déjà sur ce premier cas d'usage, est-ce que vous avez modifié la manière dont les documentations sont construites ou pas? Et puis du coup derrière, on va aller sur d'autres cas d'usage où là, effectivement. Alors sur celui-ci, non, c'est de la documentation d'un constructeur aéronautique, donc elle n'est pas écrite par nous. Oui, mais tu pourrais avoir des relations avec Airbus, Safran ou autres pour leur dire, est-ce que vous pouvez changer la documentation pour qu'elle soit écrite On n'en est pas encore là. Vous n'en êtes pas encore là. Pour l'instant, les résultats de nos modèles sont assez pertinents, donc je ne suis pas convaincu qu'on aura à en venir là. Ok. Sur d'autres cas d'usage, alors déjà, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'autres cas d'usage où la documentation est moins structurée et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, un autre cas d'usage intéressant, c'est celui qu'on appelle le PAM, le Passenger Airport Manual. Donc, c'est un ensemble d'articles de knowledge qui décrit toutes les procédures de traitement des passagers dans les aéroports. Donc typiquement, le fait que quand vous arrivez avec un bagage hors format, on puisse vous dire, bah voilà, une planche de surf, c'est ici qu'il faut aller, c'est voilà les conditions pour pouvoir les mettre en soute, ou alors il va falloir mettre les choses en cabine. Enfin voilà, tout ce qui a trait à l'accueil des passagers en aéroport et de leur bagage, beaucoup. Et ça, ce PAM, c'est un ensemble de documents déjà qui vient de plein de sources différentes, et qui est un peu, on va dire, alors je tire le trait un petit peu fort, mais qui est un peu un empilement d'articles de knowledge sur lequel on n'a pas forcément régulièrement fait de refonte complète, de vérification complète des incohérences, etc. Donc il y a un empilement qui s'est fait au fil des années, avec le Covid aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'au moment du Covid, tous les jours, les procédures changeaient. Tous les jours, parce que dans le PAM, il y a aussi tout ce qu'il faut vérifier, par exemple, quand un passager se présente, est-ce qu'il faut vérifier son passeport, est-ce qu'il faut vérifier le fait qu'il ait le droit de quitter le territoire, etc., en fonction de la destination vers laquelle il va. Et en fait, ces règles-là évoluaient tous les jours pendant le Covid. Donc, voilà, c'est un document qui, par nature, est assez évolutif. Alors, moins depuis qu'on est sorti de cette phase de Covid, mais qui, par nature, est un empilement de procédures, et pour lequel il faut vraiment prendre suffisamment de temps et d'énergie pour de temps en temps vérifier les incohérences. Et puis tout simplement, ce document-là n'a pas été écrit pour être lu par une IA. Et c'est ça le problème. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire un document qui n'est pas lu par une IA ? Parce qu'en fait, une IA, ça traite le langage naturel, donc on pourrait se dire que finalement, un document écrit pour un humain ou un document écrit par une IA, ça peut pareil. Est-ce que tu as un exemple un peu inspirant ou illustratif qui montre que des documents écrits par des humains peuvent difficilement être compris par des IA, ou en tout cas que ça génère des problèmes ? Eh bien, tout simplement les tableaux, quand on a des règles avec des si le passager ou si le temps prévu pour l'embarquement est inférieur ou supérieur, donc on va avoir dans notre manière d'écrire pour être lu par des humains des manières de structurer l'information, par exemple avec des tableaux, des conditions, des choses comme ça, et c'est pas forcément la manière dont une IA va pouvoir les interpréter de la manière la plus correcte. Donc on passe un certain temps à restructurer l'information avec une IA d'ailleurs. Mais qui le fait Alors, c'est l'IA qui le fait, c'est-à-dire qu'on utilise l'IA pour simplifier notre documentation, pour identifier les incohérences quand il y en a. Mais Julie, c'est qui on ? Est-ce que c'est l'équipe data, ton équipe, ou est-ce que c'est les gens qui sont les data owners, ou les gens qui sont responsables de la mise à disposition de cette... Effectivement. C'est les data owners. Donc les gens qui sont honneurs de cette documentation, qui travaillent main dans la main avec un data scientist. D'accord, parce que le data scientist va lui apporter des outils d'IA qui vont permettre d'améliorer les choses. Exactement, de simplifier la doc. Comment tu le mesures ? Parce que en fait, c'est compliqué de mesurer la qualité d'une documentation, surtout avec ce que tu exprimes, c'est-à-dire il y a une doc qui peut être très bien, mais structurée pour des humains. Alors qu'on aimerait bien aussi qu'elle puisse être structurée pour pouvoir être lue par des IA. Comment tu arrives à le mesurer, ça ? Est-ce que tu as un indicateur ou plusieurs indicateurs qui mesurent ce niveau de qualité ? Alors, avant de mettre de l'IA pour faire de la recherche documentaire, clairement, on n'avait pas grand-chose en réalité pour mesurer la qualité de la documentation. Je pense que le fait de mettre maintenant des IA de recherche, des IA de synthèse, permettent d'apporter des KPI de mesure de la qualité. Typiquement, à chaque recherche, à chaque réponse, l'IA va proposer à l'utilisateur un pouce haut ou un pouce bas. Okay. Et on organise cette boucle retour-là pour améliorer la documentation. Ok, alors ça c'est très réactif, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui voit le bug, mais est-ce que tu arrives à avoir des indicateurs qui sont en amont dans la chaîne, ce qui permet de détecter des problèmes de qualité de documentation avant que l'application soit en production ou avant que
Que ce soit l'utilisateur tout le travail qu'on fait quand on branche une IA dessus, en fait. Donc, on va faire, grâce au data owner, en fait, un de ses rôles, justement, ça va être c'est comme une batterie de test, en fait, qu'on fait pour n'importe quel outil d'IA. Ouais. On va poser les questions clés. Donc, on a une série de questions et le data owner vérifie finalement la pertinence des réponses. Donc, c'est quelque chose qui est pas automatisable facilement. Ouais, c'est pas automatisable facilement, en fait. Non, parce qu'il faut, en fait, la vérification humaine est essentielle. Ouais. Donc il faut s'organiser pour conduire ces batteries de tests de manière régulière. C'est quoi régulier? Genre tous les mois, tous les 6 mois, Alors idéalement, il faudrait que ça fasse partie. Idéalement, on conseille d'avoir des équipes qui sont à temps plein sur la gestion de la documentation. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que ça permet aux gens de vraiment avoir le temps finalement, pas uniquement pour écrire et rajouter des articles, mais aussi mettre en qualité et puis suivre ses KPI. Et quand tu dis on conseille d'avoir des gens comme ça veut dire que c'est dur en interne d'expliquer qu'il faut ces gens dédiés à la gestion de la connaissance? Oui, je pense que c'est très compliqué. Il y a le cas où on est sur des documents ou sur des bases documentaires opérationnelles où là, on a déjà des équipes qui historiquement écrivaient les articles. Donc, il se peut que certains décideurs se disent « Ah bah super, avec l'IA, je vais pouvoir réduire le nombre de personnes dans cette équipe, typiquement. » Alors que non, au contraire, cette équipe, elle va changer d'activité, mais on va devoir garder en fait cette compétence de la documentation et puis ce temps pour, au contraire, mettre en qualité. Donc, il y a ce premier point. Et puis, il y a après le monde de la bureautique, où là, la documentation bureautique, donc tout ce qui a trait aux emails, aux documents qu'on se partage dans un univers moins opérationnel, où là, on en est encore au début et le on est très difficile à cerner. À cerner, oui. Ouais, c'est clair. Non, mais alors la bureautique, c'est vraiment un sujet. Je pense que c'est le sujet le plus difficile. Mais effectivement, vous devez, enfin, derrière la bureautique, je sais pas si tu mets aussi les outils comme Confluence ou comme Notion, où on a simplifié le processus de création de documents. Du coup, tout le monde arrive à le créer et du coup, c'est difficile d'avoir un owner. Vous avez des cas d'usage qui s'appuient justement sur ces types de contenus? Alors nous, on utilise Confluence, effectivement. Alors Confluence, moi, je le range quand même dans les bases documentaires qui sont à peu près opérationnel parce qu'on l'utilise beaucoup à l'informatique et notamment pour tout ce qui est opération H24, 7/7 pour retrouver la documentation, dérouler des procédures, etc. Okay. Donc Confluence chez nous n'est pas trop mal rangé. J'ai envie ou alors c'est mon espoir en tout cas. Ouais. Je le mets vraiment dans un cas, à un endroit différent du choix. Nous, on a fait le choix de la suite Office pour tout ce qui est, les emails, les documents, etc. Et donc tout ce qui est dans la suite Office, par contre, on a beaucoup de mal à faire en sorte que ce soit bien rangé, ce soit la bonne version qui soit conservée, identifiable, etc., etc. Ouais. Bon alors, laissons de côté un peu la suite Office, parce que je pense que c'est vraiment un sujet à part. Si je reviens sur les cas d'usage qui sont basés sur Confluence ou d'autres sources documentaires, est-ce que tu mets en place des systèmes d'amélioration continue de cette documentation? T'en parles un petit peu justement avec ces responsables de la data, mais et la difficulté que tu peux avoir en interne de provoquer ou de créer ces équipes-là. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui ou alors non, il n'y a pas encore de ce système d'amélioration continue, c'est encore un combat? Alors c'est encore un combat, clairement. C'est encore un combat. Je pense qu'avec l'IA intégrée dans tout le cycle du développement, ça va s'améliorer, hein, parce que écrire de la documentation, ça va faire partie. Enfin voilà, les développeurs vont être, on va dire, accélérés. Enfin, vont avoir un assistant pour aussi écrire la documentation. Donc je pense que ça va permettre déjà d'améliorer la qualité de la documentation, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas documentées ou elles sont pauvrement documentées. Ouais. Et je pense que ces IA-là, on va pouvoir faire tourner aussi des agents qui vont peut-être éventuellement pouvoir lancer des alertes si la documentation n'est plus en raccord avec les derniers développements qui ont été faits. Par exemple, pour essayer d'automatiser la détection de problèmes. On n'en est pas encore là. Donc ce qu'on fait, c'est encore très manuel, c'est encore beaucoup d'acculturation. Donc on a mis en place pour certaines équipes ce qu'on appelle
le mois de November. Okay, donc c'est November KNOW. D'accord, excellent. Ce qui permet en fait de faire un peu d'événements et de faire comprendre aux gens la nécessité de passer du temps à cette mise en qualité de la documentation et puis de faire en sorte qu'ils bloquent un peu de temps dans leurs agendas pendant ce mois-là pour faire un peu le ménage de printemps. Alors raconte-nous, vous l'avez lancé en 2025 ou vous y avez déjà eu ces initiatives-là aussi dans les années précédentes ? Alors, c'est assez récent parce que c'est lié à un changement d'outil au sein de l'informatique. On a un outil de gestion en fait de tous nos assets informatiques qu'on vient de renouveler. On a fait le choix d'une nouvelle solution et donc là, c'était l'occasion en fait de mettre en place des process et des manières de travailler un petit peu différentes. Donc ça a 1 an, donc c'est assez récent et c'est pour l'instant limité à ce cas d'usage-là vraiment plus des assets. Et ça marche, les gens comprennent, ils jouent le jeu ou pas ? Pour l'instant, oui, mais c'est beaucoup d'efforts en fait pour animer tout ça. Mais oui, pour l'instant, c'est assez intéressant. Et est-ce que tu l'as vu sur des résultats derrière ? Toujours un peu la même question. Comment tu mesures que c'est efficace ? Alors, ça prendra du temps. Ça prendra du temps parce que on n'a pas encore fait complètement le shift dans les équipes entre j'écris de la doc à j'utilise de l'IA pour écrire et vérifier la qualité de la documentation. Ouais. Ça vient avec la mise en place des nouveaux outils aussi. Donc c'est un chantier, on va dire, de longue haleine. Ouais. Oui, en fait, il faut réussir à créer une boucle, un cercle vertueux, où l'utilisateur se rend compte que la mauvaise documentation génère des performances dégradées, et du coup, il a on dirait en anglais, une compelling reason to act, une raison utile, voilà. Et ça, c'est très compliqué, parce que si je prends cet exemple des articles de knowledge au côté IT, ça va être aussi, moi en tant que salarié Air France KLM, quand j'ai un problème sur mon ordinateur, sur une question de mot de passe, etc., je vais consulter sur notre site corporate des articles de knowledge pour savoir comment resetter mon password, comment faire ci, comment faire ça. En tant qu'utilisateur, en tant qu'opérationnel, très loin de l'informatique, quand je n'ai pas la réponse, ou quand je mets plus de 10 minutes à trouver un article et que je suis pas satisfaite, je vais pas prendre le temps non plus d'aller me plaindre ou remonter un incident ou de remonter voilà. Donc en plus c'est particulièrement difficile parce qu'on n'a pas forcément de contact immédiat entre les producteurs de la documentation et les utilisateurs. Et tu penses qu'il faudrait que justement tout le monde puisse modifier la donnée ? Ou alors il faudrait créer un système de ticketing un peu comme on trouve dans l'informatique ? Je pense que en mettant un assistant IA qui permet qui demande à l'utilisateur à la fin est-ce que vous avez bien trouvé la bonne information et qui aide déjà à la recherche d'informations et qui demande en fait finalement d'avoir un retour en fait sur le temps passé à chercher la bonne information, sur la qualité, c'est comme ça qu'on y arrivera. Ces informations-là, elles peuvent être écrites que par une équipe donnée. Donc l'idée c'est pas que tout le monde puisse écrire. Par contre qu'on arrive à avoir cette boucle retour de manière beaucoup plus en fait, il faut outiller toute cette logique de gestion de la connaissance. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils ? Vous avez regardé un peu, fait un tour du marché pour savoir s'il y avait des outils qui aidaient à cette structuration de la connaissance ? Oui, alors nous on a fait le choix donc on a des outils historiques de gestion documentaire, donc ça continuera d'exister. Comme quoi par exemple, ce que vous utilisez ? On a un outil qui s'appelle Doc et puis on a Confluence. D'accord. Et alors Doc, raconte-nous un peu Doc et Confluence, parce que Confluence, je connais pas par cœur. Donc Doc, je connais pas, mais Confluence, de ce que je connais de Confluence, je sais pas s'il existe des fonctionnalités dédiées à l'amélioration de la connaissance. Même si elles n'existent pas tout de suite, elles vont apparaître. En fait, tous les fournisseurs de ce type. Ça, tu le sais parce que tu discutes avec Confluence ou c'est une intuition Alors, ça dépend lesquels, mais Alors sur Doc, par exemple, juste pour te donner une idée, pour le coup, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on branche notre IA par-dessus. Parce que justement, on n'est pas forcément... leur roadmap est trop lointaine pour nous. D'accord. Voilà. C'est quoi ? C'est un outil français, Doc ? Je ne saurais même pas te dire. C'est DOK, je ne suis même pas sûre que ce soit l'acronyme Air France KLM ou le... Ah oui, c'est peut-être un nom interne. Ouais. Je pourrais rechercher. Donc en fait, suivant la roadmap, notre stratégie, c'est quand même de se dire plus des fonctionnalités d'IA sont intégrées à l'offre d'un provider externe, on va utiliser ces fonctionnalités d'IA-là. Certains providers n'investissent pas autant depuis quelques années sur ces sujets que d'autres. Donc en attendant, il peut nous arriver de plugger nos propres IA par-dessus.
Mais notre vision long terme, c'est plutôt de challenger les roadmaps d'IA et puis de s'assurer que finalement, il y aura bien les bonnes fonctionnalités qui nous intéressent dans ces différents. Et du coup, là, c'est pareil, c'est facile de discuter avec Confluence pour connaître un peu leur roadmap IA, ou alors c'est assez fermé. Nous, petits Français, on n'a pas trop la vue sur la roadmap de ce type d'outils. Alors, on peut avoir la roadmap. Est-ce qu'on peut l'influencer? C'est une autre question. Ouais. Donc, même quand on est Air France KLM? Ah oui, même quand on est Air France KLM. Oui. Ok, on arrive à la fin de l'épisode. Julie, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'aurait pas abordé ou sur lequel il y a encore un aspect important que tu voudrais nous partager? Oui, alors le dernier aspect, je pense qu'il faut mentionner, c'est quand même que là, on a parlé vraiment de cas d'usage très concrets, avec des équipes en place pour gérer une documentation, etc. Comment est-ce que l'organisation se structure, comment les rôles sont mis en place dans une grande organisation pour s'assurer qu'on gère ces données non structurées de la même façon qu'on gère les données structurées? Est-ce qu'on crée des jobs de knowledge officer, de knowledge steward? Est-ce que c'est des rôles séparés de l'organisation et de la gouvernance data IA, ou au contraire, c'est un rôle supplémentaires qu'on donne à nos data officers, à nos data stewards, etc. Ces questions-là, elles sont aussi super intéressantes et pas forcément évidentes à l'échelle d'une grande entreprise. Et vous avez déjà commencé à répondre à ces questions? Enfin, genre, toi, tu as un avis sur la question? Moi, mon avis, c'est qu'il faut que ce soit un rôle supplémentaire donné à la gouvernance en place, parce que finalement, données structurées, données non structurées, à la fin, les données structurées peuvent être copiées-collées dans de la donnée non structurée, dans des documentations, etc. Donc pour moi, il faut que ce soit un rôle supplémentaire, mais ça pose vraiment une question de la disponibilité des gens. Super intéressant. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet en 2026 et dans les années suivantes, tellement l'ère des agents va justement valoriser ces données non structurées et donc mettre un peu le spotlight, le projecteur sur le fait que on s'en est pas trop occupé depuis 20 ans. Merci beaucoup Julie de ce partage sur ce sujet knowledge management, et puis merci à vous tous qui nous écoutez sur Morning Data Chat. Vous venez d'écouter Morning Data Chat, le podcast qui vous accompagne dans une utilisation meilleure et efficace de vos données. Retrouvez-le en intégralité sur le site data-ai.theodo.com. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.